Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV spécial championnat du monde, Anand Topalov, partie numéro 10. Alors, exceptionnellement sur Diagonale TV aujourd'hui, je n'ai pas d'invité pour cette partie et ça ne nous empêchera pas de la regarder évidemment en détail. Alors à ce moment du match, évidemment, il y a égalité entre les joueurs, Anand s'est fait rejoindre au score. La partie va être très intéressante puisqu'on va revoir une variante que Topalov avait jouée dans la partie numéro 1, la fameuse défense Grunfeld. Alors ce match a été très intéressant de ce côté-là puisque Topalov, avec les Blancs, avait aussi essayé une autre défense, la défense slave, 3 fois de suite. Anand avait dû tenter 3 variantes différentes afin d'éviter les préparations de Topalov et il a fini par chuter dans la 3e. C'est pour ça qu'on attendait Anand un peu au tournant lors de cette partie. Est-ce qu'il allait rejouer la défense slave au risque de reperdre encore une fois ou revenir éventuellement à la Grunfeld de la première partie où il avait aussi perdu. Mais ce qui se passe, et c'est intéressant de le noter dans ces matchs-là, c'est qu'évidemment les joueurs ne viennent pas seuls, ils viennent avec des secondants, avec des gens qui viennent pour les aider à préparer évidemment leurs ouvertures et éventuellement améliorer les parties au fil du match. Donc entre la première partie et cette 10e partie, Anand a abandonné la Grunfeld, il a joué la slave, donc comme on l'a vu, avec un résultat finalement un peu mitigé, 2 nuls, 1 perte. Et là, en fait, entre-temps, les secondants ont pu améliorer la défense d'Anand sur la Grunfeld et lui proposer autre chose. Et donc là, Anand resurprend Topalov en revenant sur cette ouverture et profite de l'effet de surprise, ou en tout cas va essayer de profiter de l'effet de surprise pour éviter la défaite et pourquoi pas l'emporter, même si une victoire avec les Noirs est extrêmement rare en championnat du monde. Eh bien, on y va. On va voir cette partie Topalov contre Anand numéro 10, Topalov a les Blancs et démarre donc cette partie avec le coup standard D4, donc coup de la dame habituel. Ensuite, donc là, Anand répond par cavalier F6, on le voit, C4, G6, caractéristique ici d'une défense indienne. Alors c'est soit une Grunfeld comme on va le voir dans la partie, soit quand le fou se développe en G7 avant que les Noirs ne jouent D5, ils ne jouent pas D5, dans ce cas-là ça serait une Est indienne. Mais depuis les années 80 et les matchs Kasparov-Karpov, on ne voit plus ça en championnat du monde. Alors on continue avec cavalier C3 pour Topalov et D5, voilà, c'est caractéristique de la Grunfeld. Alors pour l'instant, on suit, comme je l'avais indiqué en début d'émission, on suit la première partie du match. Donc on va suivre les mêmes coups, C prend D5, cavalier prend D5, E4, et après cavalier prend C3, pion prend cavalier, fou G7, fou C4 et C5, on a la caractéristique de la Grunfeld ici. On suit toujours la première partie, mais je vais vous rappeler le principe. En échange du fait que les Noirs ont laissé les Blancs ici dominer le centre avec leur pion, eh bien ils le contre-attaquent avec un fou G7 très bien placé. Et en jouant C5, eh bien, ils dévoilent leur plan qui est de contre-attaquer ce centre. En fait, ils se servent de ce centre blanc fort, qui est effectivement fort, qui est une force du côté blanc. Ils s'en servent comme cible. Donc tout le débat va être là. Est-ce que ce centre va être suffisamment fort, suffisamment longtemps pour permettre aux Blancs d'en tirer un avantage? Ou est-ce que les Noirs vont réussir à le faire exploser afin de gagner un avantage dynamique et pourquoi pas prendre l'avantage et basculer dans une finale avantageuse? Alors notamment, un des plans aussi des Noirs aussi, c'est qu'après l'échange des pions C et D au centre, eh bien, ils ont à long terme une petite majorité ici de 2 pions contre 1. Qui peut s'avérer décisive en finale et faire au moins office de contrepoids. Voilà les idées générales de cette défense. Alors on continue maintenant, les Blancs développent par cavalier E2. Alors l'idée de cavalier E2, elle est assez simple. À la fois, je protège la case D4 qui est quand même sous le feu du pion, du fou et de la dame adverse. Je rajoute un défenseur, il y a déjà le pion C3 qui protège et la dame. Donc là, ça fait 3 contre 3. Donc ça tient, les Noirs ne pourraient faire qu'un échange de pions et après ils ne peuvent plus prendre à moins de perdre une pièce, ce qui est hors de question, évidemment. Et en jouant cavalier E2, si, j'évite le coup fou G4, évidemment. Ça c'est important, puisque en jouant cavalier F3, si j'avais joué ce cavalier sur la case F3, j'aurais permis au fou adverse de venir en G4, ce qui ici serait puni par le simple F3. Ça permet aussi évidemment de préparer le petit roc
Donc c'est un coup souple, cavalier E2, typique de la Grunfeld. Alors les noirs continuent leur pression centrale, très logique, dans la lignée de ce qu'on a vu, avec cavalier C6. Voilà, un attaquant de plus contre le pion D4. Regardez comme c'est extrêmement logique. Et on essaie de faire sauter ce centre. Évidemment, si les blancs jouent par exemple un coup comme D5, qui est envisageable, bien sûr, il faut toujours envisager ce genre de coup, mais en compensation de quoi? Attention, le pion C3 commence à être attaqué par le fou, est un peu faible. Le cavalier E2 doit rester en défense. La case D4 n'est pas trop faible. Bon, il y a le pion qui protège, mais déjà, on ne peut pas y poster une pièce. Et surtout, on a affaibli la case E5 et puis on a bouché notre fou C4. Donc ça serait concéder aux noirs la réussite de leur plan. Donc les blancs évitent comme ça d'affaiblir leur case centrale en jouant simplement fou E3. Donc ils rajoutent un défenseur à la case, sur la case D4 ici. Donc là, les noirs continuent logiquement leur partie. Développement, petit roc. Les blancs aussi, petit roc. Et là, les noirs doivent commencer à jouer quelque chose de planifié, de commencer à rentrer dans des plans concrets. Et là, dans la première partie, Anand avait joué le cavalier C6 en A5. C'était le coup d'Anand, ce fameux coup cavalier A5 qui s'était suivi par une défaite. Donc, Topalov joue la même chose, hein, puisqu'a priori, quand vous avez gagné une partie sur une ouverture, vous avez envie évidemment de renouveler. Donc Anand, en fait, devait trouver quelque part, à un moment donné, un moyen de sortir de cette première partie, évidemment. Et il le trouve avec, ici, enfin en tout cas il le propose, par le coup B6, alors qui est classique, hein, qui est connu, c'est pas une nouveauté théorique d'Anand, le coup B6 qui est solide, qui simplement jette un petit œil sur le pion C5, mais bon, la prise, comme on l'a vu, est pas terrible pour les blancs, parce que en échange de cette prise dans C5, il y a le pion C3 qui devient faible, le fou G7 qui commence à jouer, et les pièces noires qui s'activent. Le coup B6 aussi a pour objectif de sortir le fou A6 par exemple en B7. Voilà. Le coup B6 ne préjuge pas de la possibilité de jouer cavalier A5 plus tard, qui reste un coup jouable, surtout quand on a joué fou B7, ce qui transfère l'activité sur le pion D4 sur le pion E4, qui serait alors attaqué par le fou. C'est aussi dans l'idée de B6 d'avoir une case de sauvegarde pour le cavalier, une case sûre en plus, puisqu'il n'y a plus de pion sur la colonne B pour attaquer ce cavalier. Donc dame D2 de Topalov, coup tranquille et logique. On lie les tours, donc ça c'est classique aux échecs aussi. Une fois qu'on a roqué, si on peut lier les tours, c'est bien, ça permet aux tours de venir au centre. Alors ces deux colonnes sont cruciales, peut-être même la colonne B peut être cruciale aussi. On peut mettre une tour sur la colonne B. Et comme ça, on peut mettre les deux tours vers le centre. Alors soit pour protéger toujours le pion D4 sur la colonne D, soit pour anticiper des prises en D4 ou après une prise en D4, venir sur la colonne C, où il peut y avoir aussi du jeu. On va voir, ça dépend de ce que vont jouer les noirs. Donc fou B7, ça c'est logique, c'était l'idée du coup B6. Tour à C1, tranquille. Donc là, les blancs ici, au lieu de... Alors ne choisissent pas de jouer... Ils auraient pu tenter, pourquoi pas, tour B1, c'était envisageable, hein, pourquoi pas. Tour D1, on peut aussi jouer l'autre tour en D1, tour FD1, avec l'idée de contrôler sur le centre. Et bon, mais il choisit un autre coup Topalov ici, tour à C1, qui est très bon, bien sûr. L'idée... Bon, c'est pas tellement de protéger C3, hein, c'est pas ça, mais c'est que tôt ou tard, les noirs risquent de prendre en D4, et donc c'est de libérer après cette colonne. La tour est déjà placée en cas d'ouverture au centre. Ça dissuade les noirs, en quelque sorte, de prendre en D4. Alors les noirs font la même chose, ils mettent une tour là en vis-à-vis, ce qui permettra de contrecarrer la puissance de cette tour en cas d'ouverture au centre. Donc tour FD1, voilà, les blancs ont fini leur développement. Là, hein. Après tour FD1, toutes les pièces ont joué, sont sorties, sont sur des cases quasiment optimales. Et pour les noirs, c'est quasiment la même chose. La seule pièce qui ne joue pas, c'est la tour F8 pour l'instant. Donc on pourrait envisager, je ne sais pas, de jouer par exemple la dame, pourquoi pas, en D7. Ce coup-là, est-ce que c'est possible? On peut le regarder 2 secondes, pourquoi pas, fou D7, avec l'idée de jouer tour FD8. Hein, voilà, on finirait le développement ainsi. Mais on se heurterait possiblement ici à l'attaque standard de la Grunfeld, qui est aussi l'attaque standard de la Dragon, ou voire... de la Benoni, c'est-à-dire quand on a comme ça une structure en fianchetto, on pourrait jouer fou H6, échanger ce fou extrêmement puissant des noirs, et pourquoi pas tenter de monter une attaque avec les blancs par H4, H5 par exemple, et essayer de casser un peu cette structure. Alors Anand, ici, disons, va commencer à s'activer et à réaliser un peu le plan des noirs, donc il va déjà diminuer la pression, enfin la quantité de pions centraux, notamment donc ce pion C3 qui supporte D4, il va être obligé de bouger, il va se ramener au centre, après C prend D4,
c'est prendre D4. Voilà. On a simplifié un petit peu la densité de pions centrale. Et là, les noirs, après cet échange, font le coup Dame D6. Voilà, Dame D6. Qui est un coup qui à la fois libère la case D8, donc ça on l'a vu pour la tour D8 qui voudra éventuellement s'activer, et puis aussi qui peut, pourquoi pas, menacer de venir aussi sur A3, on ne sait pas, hein, ça peut être une case utile. Après on va essayer de chasser ce fou C4 peut-être et affaiblir ce pion A2, ça peut être une idée aussi, hein, A3 elle peut être active la dame aussi, pourquoi pas en B4. Voilà, en D6. Elle protège aussi en D6, évidemment, la case E5, qui peut être une idée de jouer E5 si l'occasion se présente. Donc là, les blancs ont plusieurs coups à leur disposition. On aurait pu tenter E5, qui est intéressant. Ici, par exemple, E5, évidemment, j'attaque la dame, je bouche un peu l'activité du fou D7, en échange de quoi j'affaiblis par contre la case D5, et toute la diagonale de cette diagonale-là. Donc les noirs vont essayer après de profiter de cette faiblesse, peut-être en jouant Dame D7 pour venir sur les cases blanches. Vous voyez, ce genre d'idée. Mais ça pourrait être une idée de jouer E5, puis après, pourquoi pas jouer E6 aussi derrière. Mais E5, ça affaiblit G7, le fou G7, puisqu'il heurte un mur, mais ça libère par contre l'autre fou. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Alors là, Topalov choisit un autre coup, qui est tout aussi bon, qui est une autre idée. Donc là, on joue D5. Voilà, D5. Alors le problème de D5, c'est évidemment que ça libère le potentiel du fou G7, mais on l'a vu maintenant qu'on a joué tour C1, maintenant qu'on a repris tout à l'heure en C3, il n'y a plus aucune cible sur cette diagonale. Ça reste des cases faibles évidemment pour les blancs maintenant, une fois qu'on a joué D5, mais c'est compensé par le fait qu'il n'y a pas de cible, il n'y a pas de grosse pièce derrière, il n'y a pas de pression, autre qu'une pression, je dirais, purement spatiale. Un contrôle spatial, un contrôle de case qui peut être utile, mais qui n'est pas vraiment gênant tout de suite. Alors, cavalier A5 de la part des noirs. Donc classique, comme on l'a vu, ce cavalier souvent vient à 5, on l'a vu dès le début de la partie. Anand devait jouer son cavalier qui était attaqué, et en jouant à 5, en plus, il force les blancs à trouver une solution pour leur fou C4, qui n'est protégé qu'une fois par la tour, alors qu'il est attaqué 2 fois par le cavalier A5 et la tour C8. Donc là, Topalov joue fou B5, voilà, tranquillement. Alors pourquoi fou B5 et pas par exemple fou D3? Fou D3 était envisageable aussi, voilà la réponse. On pouvait aussi jouer fou D3, mais il choisit simplement fou B5. Là, les deux coups sont à peu près équivalents. Alors évidemment, si les noirs jouent à 6, les blancs sont contents d'avoir joué fou B5. Ils vont revenir en B3, en attendant, les noirs se sont affaiblis. Déjà tout de suite, le pion B6 serait sous l'attaque du fou E3 et n'est protégé qu'une seule fois. Donc c'est des pions qui deviennent des cibles. Et on voit en plus que si ce pion bouge, c'est le cavalier A5 qui serait en prise. Hein. Bon, il y a d'où le problème de bouger ces pions, hein. C'est jamais simple. Donc après, fou B5, simplement, les noirs essaient de limiter un peu la pression. La pression blanche, elle est quand même présente. C'est sur la colonne C, ici. Bon, il y a une petite pression. Les blancs pourraient, si on les laisse faire, essayer peut-être de mettre une pression sur cette colonne. Ils peuvent aussi essayer d'échanger le fou G7 par fou D4. Alors, Anand simplifie la position, allège la pression des pièces par des échanges. Alors, comme on l'a dit aussi au début, le petit avantage des noirs dans cette ouverture, parce qu'il y a toujours une compensation au centre fort des blancs, qui reste fort, même si les pions ont un peu bougé là, c'est ces deux pions. 2 pions contre 1. Or, 2 pions contre 1 éloignés, c'est toujours un avantage, mais en finale. Donc, pour arriver à une finale, il faut échanger des pièces. Donc, ça justifie les coups suivants d'Anand. Tour prend C1, tour prend C1, tour C8. Je propose un échange généralisé déjà de tours. Si les tours s'échangent, j'approche de la finale. Si les dames s'échangent, je serai totalement en finale. Et là, peut-être que ces 2 pions contre 1 peuvent même devenir un avantage pour les noirs. Et le centre est moins fort. Évidemment, un centre fort, c'est bien pour prendre un avantage en milieu de jeu, mais ça devient moins grave en finale. Alors, ici, Topalov joue H3, petit coup, tranquillement, en fait, il ne se presse pas, Topalov, simplement, il joue un petit coup toujours utile, la petite fenêtre tranquille pour éviter, ça, il y a toujours des mains du couloir possibles, mais pourquoi pas préparer aussi une expansion à l'aile roi en finale, par G4, pourquoi pas, c'est envisageable, ce qui empêchera des libérations noires par F5. F5 pourrait être une idée pour les noirs plus tard, puisqu'en jouant F5, j'attaque le pion E4, et en cas de prise, c'est le pion D5 qui sera
Vous voyez, donc là, c'est un coup qui peut préparer G4, qui peut être un coup utile en finale, pourquoi pas. Tour prend C1, dame prend C1. Puis toujours la petite fenêtre, évidemment, pour le roi. Et là, E6, de la part des noirs. Alors, toujours dans l'idée générale de cette ouverture, le coup E6 est très intéressant, puisque on fait exploser le centre blanc. Alors, évidemment, on fait sauter ici la tête de pont, ici, blanche, D5. On ne peut pas vraiment défendre avec les blancs. Enfin, si, on peut la défendre, mais ce n'est pas facile à défendre, puisqu'on va attaquer avec le pion E6, attaquer avec le pion B7 et la dame, et c'est protégé que par le pion. Donc, c'est un peu faible. Mais il y a une défense dynamique, heureusement, je dis, on pourrait presque envie de dire, pour les blancs. Bah, la défense passive aurait été de prendre un E6, enfin, voilà, mais dans ce cas-là, on concède le centre, on n'a plus vraiment d'avantage au centre, on n'a plus qu'un seul pion, on fait dame prend E6, le pion E4 reste sous pression, et on est obligé de jouer des coups passifs, comme fou D3, des choses comme ça. Donc E6, cavalier F4, voilà, alors ça c'est un coup dynamique, alors c'est intéressant, cavalier F4, puisque on protège évidemment D5, et surtout on commence à faire pression sur E6, on menace clairement, pion prend E6, obligeant les noirs à reprendre du pion F, avec une faiblesse. Le pion E6 sera faible, puisqu'il sera isolé, non protégé par d'autres pions, donc attaquable, donc fera office de cible. Donc il faut éviter ça, donc là Nantes prend D5 tout simplement. Et après cavalier prend D5, et on se dit mais ça a l'air bon pour les noirs qui gagnent un pion, puisqu'après fou prend cavalier, on se dit qu'après pion prend fou, il y aurait dame prend, et on a gagné un pion. Sauf que, ici, alors il faut quand même le noter, c'est qu'après fou prend D5, E prend D5, ici, les blancs jouent en fait dame D2, voilà, simplement, en clouant le fou, et donc on reprendra en D5 avec le pion, très certainement, pour garder les dames sur l'échiquier, et avoir un pion passé fort au centre avec une paire de fous. Voilà, donc ça c'est le problème aussi, c'est que ça donne la paire de fous, et en plus ça ne gagne pas de pion. Dame D2 simplement, et on ne perd pas de pion. Donc il faut toujours se méfier dans ce genre de situation. La prise immédiate peut se voir opposer un coup d'attente, ou enfin un coup intermédiaire, voilà, en l'occurrence c'est plus un coup intermédiaire, dame D2, qui permet de ne pas perdre le pion et de ressortir avec un avantage certain. Au lieu de quoi, Nantes joue le plus subtil et plus efficace, plus fort tout simplement aussi. F5, très intéressant, puisque F5 attaque la défense du cavalier, le pion E4. Donc évidemment, si les blancs prennent, évidemment c'est le cavalier qui saute, donc c'est hors de question. Donc gros problème pour les blancs, ça fait quand même beaucoup de choses en prise. Maintenant, le cavalier qui est quand même sous la pression du fou, de la dame, et puis alors après F5 d'Anand, le pion. Mais dynamiquement, ils sont toujours mieux les blancs, s'ils arrivent à se sortir de ce guêpier, parce que c'est quand même un vrai souci, cette position, puisqu'ils ont toujours un avantage au centre. Un cavalier central D5, un pion central E4 pour l'instant. Voilà. Donc là, Topalov joue le simple et sans doute connu de lui, c'est sans doute, tout ceci procède d'une analyse précise. F3. Voilà, F3, coup suffisant pour simplement protéger E4. Alors après F prend E4, F prend E4, eh bien, quand même on a juste un petit souci avec les blancs auquel il faut faire attention, donc il faut quand même être précis, c'est qu'on a un pion E4 qui est quand même isolé, mais qui est quand même passé. Voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois possiblement une faiblesse, mais aussi une force. Là, pion passé, donc qui peut aller à dame, dans une position qui n'est pas en plus tout à fait une finale, donc les noirs sont obligés de jeter un œil au centre, on sait que les pièces au centre, notamment ce cavalier, il est magnifique, puisqu'il est bien placé, il contrôle des cases, beaucoup de cases dans le camp adverse, il bouche la diagonale du fou. Donc la pression dynamique est du côté blanc. Alors à noter par exemple le type de piège qui peut arriver dans cette position, auquel il faut faire attention si vous jouez ça. On pourrait se dire, par exemple, regardez, type de piège, bon c'est juste, je le donne à titre indicatif, mais qui est vraiment intéressant, si on joue cavalier A6. Cavalier A6 avait l'idée pour les noirs, intéressant. On se dit, puisque cavalier A6, je vais venir en E5, et moi aussi j'ai un beau cavalier sur une case centrale, et je contrôle de belles cases dans le camp ennemi. Sauf que regardez, tout simplement, c'est réfuter cette idée par fou prend cavalier. Et sur fou prend fou, regardez, je sacrifie la dame, puisqu'après dame prend dame, simplement, regardez, magnifique fourchette ici, ce qu'on appelle la fourchette royale, roi, dame, et je récupère la dame avec une pièce de plus. Piège classique, mais à connaître, donc on se devait quand même de le citer dans cette position. Après, cavalier C6. Donc après F prend E4,
F prend E4, ici, les noirs jouent Dame E5. Voilà, donc vous voyez, on ne peut pas ramener le cavalier sur la case E5, mais on y met la dame. Alors très intéressant ce coup, logique aussi. En jouant Dame E5, je menace maintenant fou prend, puisqu'il n'y a plus le clouage. Hein, vous rappelez-vous, la dame en D6, si je mettais dame en D2, il y a clouage. Là, je menace fou prend et on ne peut pas jouer dame D2, simplement, on aurait perdu une pièce. Donc là, on menace de gagner un pion. Et en plus, cette dame en E5, bon, elle bloque le pion E4 qui ne peut pas avancer. Et puis, elle se met en batterie, ce qu'on appelle une batterie avec le fou G7. Et elle contrôle très très bien toute la diagonale noire, évidemment. Alors, il faut absolument dans cette position que Topalov joue des coups extrêmement précis pour éviter de se retrouver en infériorité. Ici, Topalov joue et trouve le coup intéressant, fou D3. Fou D3, alors ça c'est évidemment un bon coup, hein, je ne vais pas dire que c'est un mauvais coup, c'est clair. C'est un bon coup, mais qui lâche le pion D5. Toutefois, alors évidemment ça protège le pion 4, parce que la menace aussi de dame E5, c'est de prendre le pion E4, hein, la menace immédiate. Donc fou D3. Toutefois, après, ici, fou prend D5 aurait pu être joué par Anand, puisqu'on a dû... alors il y a encore moins dame D2, puisque maintenant il y a le fou en D5. Simplement, les blancs auraient repris en D5 et après dame prend D5, sinon bah là les blancs ont la paire de fous plus un pion passé fort, ça serait un gros avantage. Il faut absolument justifier la prise du cavalier par la prise du pion. Et là, il y a des problèmes après dame C8, tout simplement. Dame C8 échec et le roi est quasiment obligé de venir en F7. Ou alors on peut jouer fou F8, mais dans ce cas-là, c'est le fou qui devient passif. Voilà. Et par exemple, un coup comme fou H6, menace, dame prend F8 mat. Et donc, ça obligerait à faire des coups quand même. C'est jouable quand même. Dame C5 comme ça, échec. Hein, dame C5 échec. Bien sûr, c'était quand même jouable, évidemment. Et intéressant pour les noirs, hein, bien sûr. Il aurait pu jouer ça à Nantes, bien sûr. Après, pion prend, on a quand même un pion pour la paire de fous. Et si au blanc de jouer, il faut sans doute revenir avec le fou. Et on a un pion net de moins. Alors, qu'a prévu Topalov là-dessus? Je ne suis pas sûr qu'il ait prévu grand-chose. Alors, Anand n'a pas voulu jouer ce coup qui était quand même tout à fait envisageable ici. Donc ça, c'est à citer, de faire ce fou prendre D5. Au lieu de quoi, il fait, alors le coup qu'on avait cité tout à l'heure, qui est maintenant possible, cavalier C6. Rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait le fou en B5, on pouvait prendre en C6, même prendre avec la dame, puisqu'à la fin, il y avait une fourchette, roi, pièce, à la fin sur cette case, mais ici, c'est même plus le cas, il n'y a plus le fou, il n'y a plus rien, donc cavalier C6. Et alors là, donc voilà, donc j'ai mis la dame en E5, et Anand a dû trouver que ça devait être mieux pour lui, et il n'a pas vu un coup Anand ici dans cette position. Et là, ce cavalier, en fait, sinon c'était intéressant combiné, puisque le cavalier menace de venir en D4 avec là aussi une pièce centralisée. Donc là, il faut revenir sur cette idée qu'a raté Anand, fou prend D5, E prend D5, dame prend D5, et est-ce que les blancs ont un coup? Eh bien non, il n'y a pas de coup clair dans cette position. Donc là, Anand a cru prendre un avantage peut-être plus positionné en jouant cavalier C, mais il a oublié un coup dans cette position, fort pour les blancs, pas facile à trouver, assez même curieux. Je pense, peu de joueurs l'auraient trouvé, je pense quand même. Topalov joue le magnifique fou A6. Voilà, donc sur cette imprécision d'Anand cavalier C6, au lieu de donner la paire de fous contre un pion en D5, avec une finale finalement légèrement avantageuse pour les noirs, quoique la paire de fous doit réussir à faire l'équilibre. Fou A6. Alors là, problème, pourquoi? Ben là, il s'en sort un peu les blancs, parce qu'on va voir la suite. Si les noirs avaient pris en A6, eh bien, simplement dame prend C6, et on a une bonne position avec les blancs, puisqu'on a un cavalier central fort. On a des menaces de faire dame à 8 échec pour prendre, pourquoi pas, le pion à 7 derrière. On a aussi des pièges. Alors bon, c'est évidemment Anand ne serait pas tombé dans le piège. Mais après dame prend E4, quand même, il faut noter que des coups comme simplement comme cavalier F6, échec au roi. Il faut parer l'échec par exemple par fou prend cavalier, mais évidemment, ça permet de gagner la dame noire. Hein. Donc évidemment, c'est pas possible. Donc on voit la force du cavalier. Donc sur fou A6, Anand est un peu déstabilisé. Et il joue l'intermédiaire cavalier D4. Et c'est sans doute là que Anand n'a pas vu le coup suivant, puisque cavalier D4 semble fort, puisque le fou A6 maintenant est en prise du fou B7, mais pas seul. Si les blancs prennent le fou B7, il y a cavalier E2, et maintenant ce sont les noirs, regardez le même thème, qui font une fourchette roi-dame. Voilà. Donc ici, sur fou A6, Anand joue cavalier D4, donc on est noir, et il n'a pas vu sans doute la réponse de Topalov qui est suffisante,
et qui permet finalement de garder un petit avantage pour les blancs, un avantage dynamique, toujours avec le centre, toujours cette histoire de centre. Dame C4. Voilà. Et Dame C4, gros problème. Alors, évidemment, je protège le fou C4, je contrôle la case 2, là où il y avait cette histoire de cavalier. De toute façon, j'ai sorti la Dame de C1 où il y avait le problème. Et les noirs peuvent toujours pas jouer des coups comme Dame prend E4, tout simplement, puisque ici, un simple coup comme cavalier F6, voilà, F6 échec, double échec de la Dame et échec du cavalier. Hein, extrêmement pénible, puisqu'après Roi F8, on peut faire Dame G8 échec, et après Roi E7, on prend le fou avec échec, et on continue les manœuvres d'échec sans doute avant de... Et puis on prend la Dame à la fin surtout, ça fait beaucoup quand même, évidemment. Donc c'est pas possible. Donc sur Dame C4, on voit la menace, ce double échec qui est une menace énorme. Et donc là, Anand est obligé de faire fou prendre D5, mais c'est moins intéressant que tout à l'heure, évidemment. Ça c'est clair, puisqu'on ne va pas gagner le pion. Alors c'est là que Anand a raté quelque chose dans cette partie, sans doute au moins une finale facile à jouer. Au lieu de quoi, il va se retrouver en difficulté, puisqu'après Dame prend D5, Dame prend D5 d'Anand et E prend D5, eh bien, ce sont les blancs qui ont un léger avantage. Alors dû à quoi? Un pion passé, bon, qui peut s'avérer faible, mais qui en l'occurrence n'est pas faible, parce que les blancs ont la paire de fous. Et la paire de fous dans cette position permet de contrôler à distance à la fois les cases blanches, comme on le voit ici, avec le fou de case blanche, et les cases noires. Regardez comme ça se complète bien ici, hein, évidemment, les cases rouges et les cases blanches, et les cases noires et les cases blanches. Pour les blancs, ça fait beaucoup de potentiel. En échange de quoi, le cavalier D4 est moins puissant qu'un fou. Donc, c'est une finale pas facile à jouer pour les noirs. Alors, Anand va quand même extrêmement bien manœuvrer dans cette finale où il est quand même un tout petit peu moins bien. On va voir la suite. Alors, les noirs jouent des coups de centralisation. Fou E5. On centralise les rois. Alors ça, c'est classique. Hein. Maintenant, regardez, le roi vient de jouer là. Et pareil, Anand ramène son roi vers le centre. Donc ça, c'est un système qu'il faut absolument connaître et que vous devez mettre en œuvre quand vous faites des parties. Quand vous arrivez en finale, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, le roi n'est plus vraiment sous la menace de mat. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare et ce sont des positions en général assez précises. Donc en général, le roi devient une pièce active. Donc il faut absolument mettre en jeu. Hein, donc toujours anticiper cette finale. Et une fois donc les pièces lourdes échangées, pensez au roi comme pièce active, très important. Si vous jouez qu'avec vos pièces et l'adversaire avec ses pièces, en nombre équivalent évidemment, et son roi, eh ben, vous êtes en infériorité dynamique là où le jeu se passe. Donc n'oubliez pas d'activer votre roi. Fou G5. Alors ici, Fou G5, l'idée c'est de regarder le roi, regardez comme c'est malin ce Fou G5, puisqu'il complète avec le pion D5 qui contrôle la case 6, et le fou, lui, contrôle, regardez, les cases noires. Donc ce qui fait que le roi noir ne peut pas bouger, donc il est mis dans une petite boîte grâce à ce petit coup. Alors, un petit coup malin, fou G5, qui retarde l'arrivée du roi noir au centre, parce que ce roi, il aurait aimé venir en E7, voire en D6, et faire pression sur ce pion, évidemment. Donc là, il est pour l'instant éloigné du pion, et donc de l'action, puisque l'action se déroule là, et les blancs, eux, vont essayer d'amener leur roi au centre. Et de commencer à déstabiliser les noirs. Vous voyez la puissance des fous ici. Hein. Et la complémentarité ici, on voit une complémentarité forte entre pion et fou. Et c'est la même complémentarité qu'on verra entre le fou de case blanche et le fou de case noire. Vous voyez la force de ces fous. Cavalier F5, donc là Anand alors joue classique ici, le cavalier en général est un excellent bloqueur. Donc en mettant le cavalier en D6, on va le voir puisqu'après G4, alors, regardez, je vous rappelais tout à l'heure, je vous avais parlé d'H3, G4, ça y est, il le joue Topalov. Ils viennent jouer G4, les noirs jouent cavalier D6. Et là, on note un autre thème fondamental dans les finales, que vous devez connaître aussi, qui est la complémentarité du fou et du cavalier. Regardez, le cavalier noir ici, alors à la fois il bloque le pion D5. Donc ça c'est malin, puisque ce cavalier ne permet pas au pion d'avancer. Comme en plus c'est une pièce à courte portée, le cavalier, c'est souvent une excellente classe pour lui de se mettre comme ça devant un pion. Et ça ne l'empêche pas de contrôler, regardez, les cases blanches. Donc il fait office de complément à son fou de couleur opposée. Regardez comme les deux contrôlent des cases complémentaires. Donc ça crée une petite barrière ici qui empêche le roi blanc de venir au centre. Hein, donc on a deux petits forts opposés. Un petit fort de la part des blancs qui bloque le roi noir et un petit fort ici, regardez, de la part des noirs qui bloque le roi blanc.
Ça n'empêche pas les blancs de centraliser un peu plus leur roi en F3. Et là, les noirs jouent un coup d'attente. En fait, alors ici, roi E8, c'est quasiment un coup d'attente. Alors, il est quand même curieux ce coup cavalier E8, puisque sur cavalier 8, on aurait pu tenter avec les blancs ici le simple roi E4. Sur quoi, en fait, les noirs, très certainement, auraient joué un coup comme fou G3 ou fou H2, suivi de cavalier D6 échec. Voilà, ce genre de choses qui aurait permis au roi noir de venir en D4, mais on aurait pu continuer à harceler le roi avec le fou. Imaginons ici, après fou H2, par exemple, un coup comme fou B5, et après cavalier échec, roi... Ah ben non, pardon. Fou B5, c'est pas possible puisque le cavalier attaquerait le fou. Donc il faut trouver déjà un autre coup, c'est pas évident. Donc, allez, imaginons A4. Voilà. Et là, sur cavalier D6 échec, simplement sur roi D4, eh bien regardez, on peut simplement faire fou G1 échec. Et regardez, ici, c'est le pion qui... Bon, le pion et le fou qui empêchent d'aller en C5. On ne peut pas aller en C4 toujours à cause de ce cavalier, on a toujours ce petit mur. On ne peut pas aller en E4 à cause du cavalier. Et si on vient en E5, c'est possible, mais simplement fou H2. Et on est obligé de revenir en D4. Et donc là, les noirs seraient tranquilles. Évidemment, pour les noirs, c'est bien ici dans cette position de faire nul. Donc s'ils peuvent faire nul facilement, c'est tant mieux. Donc sur cavalier E8, simplement fou C1. Voilà ce qui explique que les blancs ne jouent pas cavalier E4. Donc cavalier E8 finalement est une tentative de répéter la position. Donc là, Anand tente autre chose. Regardez, il va très bien manœuvrer par la suite. Il joue cavalier C7. Alors déjà, attention pour les blancs, puisque attaque le fou et le pion. Donc il faut protéger les deux. Mais simplement, Topalov joue fou D3. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on se dit sur cavalier prend D5. Alors regardez la manœuvre, c'est très simple. Alors c'est une défense dynamique. Fou C4, clouage. Et si les noirs protègent, simplement roi E4 et c'est fini. Le cavalier est perdu. Il n'y a pas moyen de le défendre. Le fou est sur la mauvaise couleur. On ne peut pas rajouter une pièce à la défense ici. Donc il est simplement perdu. Donc voilà, on ne peut pas prendre ce pion 4 tout de suite. Par contre, donc les noirs jouent donc une autre manœuvre. Ils jouent simplement fou D6. Voilà, ils remplacent le cavalier bloqueur par un fou bloqueur. Roi E4 pour les blancs. Et là, B5. Voilà, alors ça c'est pas mal. Alors B5, protégé par le cavalier C7, c'est le plan d'Anand. Donc ça c'est malin. Pourquoi? Il met les pions Anand sur la couleur opposée, donc ici sur case blanche, de son fou. Voilà. Donc ce sont les pions noirs qui font office de contrôle des cases blanches. Voyez? Et donc j'empêche, je crée une forteresse et j'empêche, regardez ici c'est le roi noir qui contrôle toutes ces cases, j'empêche une pénétration du roi blanc. On ne peut pas venir aller chercher mes pions comme ça facilement. Et les fous sont impuissants à créer tout seul une rupture. Donc en fait c'est une forteresse que construit Anand. Alors ça c'est classique aussi en finale. Si vous avez un seul fou, en général c'est toujours mieux de mettre vos pions sur la couleur opposée. En général, hein, bien sûr il y a des exceptions, mais en général sur la couleur opposée à votre fou. Comme ça il joue un rôle de complément en termes de contrôle de cases. Donc il y aura non seulement le cavalier qui peut contrôler les cases blanches, mais maintenant aussi les pions. Et après roi D4, eh bien on joue A6. Voilà, maintenant on a mis le pion A6 à la défense du pion B5, ce qui va libérer le cavalier C7. Parce que là sinon, évidemment, attention, il y a le fou D3 qui est attaqué, on ne pouvait pas jouer le cavalier. Donc maintenant on va pouvoir bouger ce cavalier, le cas échéant, si l'occasion s'en fait sentir, il est libéré par le fait qu'on ait défendu le pion B5. Donc on continue, fou E2. Roi E7, vous voyez, maintenant ça y est, j'ai réussi à ramener le roi vers le centre. Fou G5 échec, roi D7, voilà, il est bien centralisé le roi, on n'est pas embêté. Très joli plan d'Anand pour réussir à centraliser son roi et empêcher toute pénétration du roi adverse. Fou D2, fou G3. Et là, Topalov va tenter une dernière chose, mais qui ne suffira pas. Il va tenter après G5 ici, eh bien, de créer un pion passé de ce côté-là. Évidemment, s'il crée deux pions passés, ça va être très dur pour les noirs de protéger les deux, d'empêcher les deux d'avancer. L'idée, c'est de, par exemple, mettre un fou en D3 et d'arriver, alors pour l'instant, c'est pas possible, en plus le fou est en G3, mais d'arriver à jouer ensuite H4, H5 et en faisant pression maximale sur G6 ici, pouvoir forcer la perte du pion H7. Par exemple, le pion ici prendra un H5, on va manger le pion H7. Et après ce pion G, mais il peut aller à dame. Et là, difficile d'empêcher à la fois le pion G d'aller à dame et le pion D. Et ça risque d'être suffisant pour gober une pièce. Et si on arrive à gober une pièce,
il reste un pion encore ici en A2 qui peut faire la différence. Hein, qui sera obligé de faire sacrifier la pièce manquante et avec 2 fous on peut mater aux échecs, ça suffit. Donc, fou F2 échec, roi E5. Fou G3 échec, roi E4. Donc là, les blancs évitent un échange de fous, puisque là, l'avantage des blancs tient au fait qu'ils ont la paire de fous. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Si un fou se fait échanger, ça sera beaucoup plus difficile, puisqu'il y aura une couleur de case qui sera totalement inattaquable. Donc là, Anand continue. Cavalier E8. Alors il va revenir, Anand, sur la fameuse case D6. On l'avait déjà vu avec un échec. Et comme on l'a vu, ce roi n'a pas de case. C'est très difficile pour lui. Donc ici, alors après G5, fou F2 échec, roi E5, fou G3 échec, roi E4, cavalier E8 donc, fou G4 échec au roi. Donc là, ça c'est un coup simplement pour demander où va le roi. Donc ici, il vient en E7 et fou E6. Alors fou E6, l'idée des blancs, ah ben ça y est, c'est d'aller prendre ce fameux pion H7 dont on a parlé tout à l'heure. Alors attention quand même, puisque si on imagine sur fou G8, fou prend, qu'il pourrait y avoir un enfermement du fou par roi F7 et ensuite roi G7 prend le fou. Il faudra faire attention à ce genre de menace. Bien attendant, c'est au nord de jouer de toute façon. Cavalier D6 échec, voilà déjà, voilà, on remet le cavalier. On se rappelle qu'on contrôle les cases blanches avec ce cavalier et le fou, lui, va pouvoir faire des échecs sur case noire. Donc le roi, ben, il sait bien que s'il vient en D4, il va se faire harceler par fou échec. Donc au lieu de perdre du temps, il va directement en F3, puisque tôt ou tard, il sera obligé d'y venir. Et là, coup fort d'Anand, puisque Anand, ici, ne prend pas le temps d'enlever son fou de la case G3, mais il joue tout de suite cavalier C4. Il dit, bah, écoute, si tu prends mon fou, par exemple, roi prend G3, simplement, moi, je prends le pion D2. Et on note que sur fou H7, ça ne marche pas, simplement à cause de, regardez, c'est magnifique, roi F8. Puisque sur roi, fou prend, il y a roi G7 et le fou est perdu. Alors vous me direz, il y a beaucoup de pions passés, c'est clair, mais les noirs aussi ont des pions passés ici, qui peuvent eux s'avérer aussi extrêmement gagnants, et ils ont un cavalier qui peut à la fois contrôler la case D6 et pourquoi pas venir en F7 et sera suffisant pour aussi maintenir en respect ces pions H3, G5 et ce pion D5 avec l'aide du roi. Donc ça ne sera pas suffisant. Ça peut encore être nul pour les blancs, mais ça peut être même être les noirs qui peuvent gagner cette partie après. Il faut faire très attention à ça. Ça pourrait quand même être toute tentative. Alors cavalier C4, en tout cas, propose un échange. Donc fou C1, Topalov ne rentre pas dans cette variante. Et là, fou D6, simplement, Anand revient sur sa fameuse case de blocage en D6, tranquillement. Et toujours pas de fou G8 en vue. Alors voyons, qu'est-ce qui se passerait sur fou G8? Ben, la même chose qu'on a vu, puisqu'il y aurait roi F8, roi fou prend H7 et roi G7, et le fou est perdu. On pourrait encore se sacrifier ici, mais le pion est bloqué, et on a des pièces pour empêcher l'avancée de ces pions. Donc ça serait pas bon. Fou D6, roi E4, A5, c'est l'heure pour Anand. Alors ça, c'était ce qu'on avait dit en tout début de partie, rappelez-vous. On a 2 pions passés ici contre 1. Donc en mettant en route ces pions, Anand, ben, non seulement on va pouvoir échanger ce pion qui peut être potentiellement dangereux à long terme, mais aussi créer de la contre-menace et forcer les pièces blanches à jeter un œil de ce côté-là maintenant, et non plus de créer des menaces tout seuls de leur côté. Donc en faisant ça, Anand commence à équilibrer les menaces dynamiques de la position. Vous voyez comment ils ont été patients les noirs pour consolider leur position et ne faire jouer ce petit avantage de finale qu'au moment opportun, ici au 47e coup. Fou G4, fou A3, regardez, c'est l'heure que choisit Anand aussi pour proposer ici, regardez, non seulement un échange du fou C1 contre le fou A3, mais aussi, et là c'est beaucoup plus dangereux, des poussées A4, B4, B3, et je contrôle toutes les cases pour revenir jusqu'en B1. Donc ça, très dangereux. Il faut quand même faire très attention à la manœuvre. Donc là, Topalov commence à ne plus s'embarrasser de détails, il échange. Et après cavalier prend A3, on peut dire que quasiment le boulot d'Anand est fini. Parce qu'en fait, ce pion va très vite être échangé contre un ou deux pions ici. Très vite, les blancs, pour empêcher l'avancée de ces pions, vont devoir mobiliser une pièce, le fou ou le roi. Et les noirs vont se venger sur le pion D5. Après quoi, il restera cavalier contre fou, mais avec des pions de même côté et symétriques. Alors le fou est supérieur au cavalier si il y a des pions des deux côtés. En l'occurrence, ici, il n'y en aura plus que d'un côté. C'est le plan de nul d'Anand. Donc l'idée, c'est de simplifier
cette dissymétrie et donc de se ramener d'un seul côté. Et là, le fait que le cavalier est une pièce à courte portée ne sera plus un désavantage. Voilà, on comprend l'idée, c'est que quand on a un fou contre un cavalier, si vous avez des pions à gauche et des pions à droite, le fou peut jouer des deux côtés. Hein. Vous le mettez au bon endroit, il peut à la fois défendre d'un côté et attaquer de l'autre. Le cavalier, lui, pour aller d'un côté à l'autre, il va devoir jouer un, deux coups, trois coups pour passer d'un côté à l'autre à chaque fois. Il va perdre du temps et ça peut être un balancier qui est souvent fatal. Mais si les pions sont de même côté, on ne peut pas jouer sur cette différence. Donc, roi E5 des blancs. Là, l'idée pour les blancs, c'est de dire, attention, si tu pousses trop tes pions, moi je pousse sur case noire ici, le fou contrôle les cases blanches, donc ton roi va être obligé de reculer. Donc, Anand joue d'abord cavalier échec, malin, échec, et je contrôle la case d'avancée du pion, toujours. Hein. Il ne se presse pas, Anand, vous voyez, de pousser ses pions. Roi D4, roi D6, voilà, maintenant c'est le roi qui verrouille ici, vous allez voir après comme c'est limpide ce qui va suivre. Après fou E2, cavalier A3, simplement, évidemment le cavalier est attaqué, je protège B5. H4, il tente encore des choses, Topalov, il y va hein, quand même, il ne se laisse jamais démonter. Échec, roi C3, cavalier B4, attaque, le pion A2 et le pion D5, c'est fini. Après, fou prend B5, cavalier prend A2, regardez, il ne se trompe pas Anand, hein. Il ne prend pas ce pion qui est foutu de toute façon, le pion D5. Il est foutu puisqu'il y a déjà le roi qui est dessus. Le problème, c'est ce pion A2. Si ce pion A2 reste, ça peut être un problème. Il faudra l'arrêter tôt ou tard si les blancs arrivent à choper le pion A5. Ça peut être un vrai souci, surtout que les pions A ou H sont extrêmement difficiles à arrêter par un cavalier. Donc on ne se trompe pas de pion, on prend le bon. Cavalier prend A2 échec, roi B3, et après cavalier B4, c'est fini, le pion D5 saute. Fou E2, on va encore jouer quelques coups. Cavalier prend D5, H5, Topalov simplifie simplement, il échange tout. Après, cavalier prend F4, H prend G6, H prend G6, simplement fou C4. Les blancs vont jouer roi A4, fou F7 et se sacrifier après avoir pris le pion A5 tranquillement. Il n'y a pas de problème non plus ici pour les blancs dans cette finale. Vous voyez comme le fou est quand même fort par rapport à un cavalier, puisque même avec un pion de moins, on peut arriver à simplifier très facilement. Il n'y a plus assez de pions pour gagner la partie. Voilà, donc c'est quand même une très belle finale avec des thèmes classiques. Sur la Grunfeld comme on l'a vu, une très belle défense d'Anand pas évidente. Alors comme on l'a vu, il aurait peut-être pu prendre l'avantage dans la partie en échangeant en D5 au lieu de la manœuvre qu'il a faite. Hein, ça c'est dommage peut-être pour lui. Mais Topalov derrière a très bien joué évidemment, il a pris cet avantage clair de la paire de fous. Mais Anand est très fort, il a très bien joué cette finale, bien manœuvré son cavalier et ses fous pour bloquer la position comme on l'a vu, bloquer les cases, empêcher le roi adverse de bouger et finalement simplifier. Toujours, quand on a le cavalier contre le fou, essayer d'éliminer les pions éloignés et de se concentrer après sur les pions du même côté. Ça permet d'équilibrer la force avec le fou. Belle partie, belle leçon à étudier pour tous les joueurs de Grunfeld et pour ceux qui veulent étudier les finales. C'est une belle leçon. Après cette partie nulle, les deux champions sont à égalité au match, égalité parfaite, 2 victoires partout. Il reste 2 parties pour le titre de champion du monde. Donc je vous donne rendez-vous pour les parties suivantes, évidemment étudiées sur Diagonale TV et voir ce très beau championnat du monde 2010. Anand Topalov. Merci de nous avoir suivis sur Diagonale TV et à bientôt pour la suite de ce championnat du monde. Au revoir.